Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur le Figaro TV. Une école maternelle qui ferme ses portes à cause du trafic de drogue. Ça se passe à Saint-Ouen, les élèves ont dû déménager et c'est un échec des pouvoirs publics. Comment s'est déroulée cette rentrée particulière? On en parle avec nos trois invités, Laurent Zamekowski, Geoffrey Carvalino et Éric Couvra. Je vous les présente dans un instant. Si vous rêvez de plonger dans une piscine de bulles, eh bien, cette expérience est faite pour vous. Ça s'appelle Bubble Planet, en ce moment à la Villette. Amusant, mais peut-être un peu surfait. On verra pourquoi. Enfin, nous remonterons l'histoire avec Geoffroy Caillet. Il nous parlera d'un épisode étonnant, le déclenchement de la Révolution française, une semaine, et oui, avant la prise de la Bastille. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Une école maternelle face à des dealers à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. 4 classes maternelles ont dû déménager ce lundi au retour des vacances. En cause, la présence de dealers de drogue juste à côté de l'école. 3 personnes autour de moi pour en parler aujourd'hui. Bonjour d'abord, Laurent Zamekowski. Bonjour. Porte-parole de la Fédération PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Avec moi également Geoffrey Carvalino. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, élu régional Seine-Saint-Denis et conseiller régional en Ile-de-France. Et puis avec nous à distance également Éric Couvra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, secrétaire départemental adjoint, unité police 93. Vous nous apporterez, du coup, votre vision de policier sur cette affaire. Alors, rentrée un peu spéciale, donc, je le disais, pour la soixantaine d'enfants de cette école maternelle, cette école Émile Zola de Saint-Ouen. L'école a repris au retour des vacances, mais donc dans des nouveaux locaux situés à quelques centaines de mètres de là. En cause, le trafic de drogue qui se déroule ouvertement à côté de l'école, et ce depuis des années. Geoffroy Carvalino, comment s'est passé, alors, première chose, comment s'est passé le déménagement ce lundi, la rentrée des élèves? Écoutez, des retours que j'ai eus en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis et par d'autres élus locaux, notamment de la mairie de Saint-Ouen, ça s'est bien passé, dans le calme. Après, il y a vos confrères aussi journalistes qui ont pu recueillir des points de vue de différents parents d'élèves, de professeurs, d'acteurs locaux. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais le message qu'il faut surtout dire aujourd'hui, c'est que la République ne doit pas reculer, ne doit jamais reculer, parce que il faut démanteler ce point de deal au cœur de la cité Arago de Saint-Ouen, et l'école Émile Zola souffre depuis des années de ce deal et de ce trafic de drogue, et c'est pour cela que nous, côté région Île-de-France, avec la présidente de région, nous avons sollicité le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour avoir une méthode très claire, c'est de faire disparaître ce point de deal, comme d'autres à Saint-Ouen, ça a été le cas par le passé, et puis nous-mêmes, conseil régional, on accompagne la ville dans des investissements précis grâce à notre bouclier de sécurité. Voilà, aujourd'hui ça se passe bien, il y a eu quelques annonces de fait, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on ne doit pas reculer, on ne doit pas accepter ce genre de situation. Et on va revenir sur ce qui est mis en place aujourd'hui justement pour lutter contre le trafic de drogue, mais juste encore une chose, ce déménagement, il est temporaire. La mairie de Saint-Ouen a confirmé ce matin même que le retour dans les locaux initiaux devrait se faire en 2026, c'est ça? Oui, ça a été confirmé ce matin en septembre 2026. Après, le point de vue de la région Île-de-France et de notre présidente, c'est de dire il faut le faire plus tôt, parce que pour nous, c'est un message envoyé très clairement à ceux qui défient la République que la République est partout chez elle, et surtout pour nos enfants, pour l'éducation. Oui, parce que c'est dans très longtemps, 2026. Voilà, bien sûr. Après, je pense que la mairie agit par pragmatisme. Il faut voir d'autres choses aussi. Il y a des travaux de sécurisation qui vont être faits. La mairie a pris cet engagement. Je pense qu'ils ont travaillé avec la préfecture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que les élus ont agi pour pragmatisme. Et il ne faut surtout pas incriminer la mairie de Saint-Ouen pour cela. Ils ont leur raison, mais ce qui compte, c'est la sécurité des élèves avant tout. Mais en tout cas, nous, du côté de la région Île-de-France, on répondra à chaque fois présent, comme ça a été le cas, pour des investissements précis pour sécuriser les abords, et qu'il y ait un retour dans cette école le plus rapidement possible. Si la ville estime que c'est septembre 2026, elle a ses raisons sûrement très pragmatiques. Et nous, dans notre côté, l'ensemble des pouvoirs publics, on doit faire en sorte que
eh bien, ces élèves, eh bien, le plus rapidement possible, eh bien, fassent en sorte qu'ils retrouvent cette école et un quartier apaisé. Et on l'a vu aussi par le passé, c'était le cas à Saint-Ouen où des parents d'élèves avaient fait des chaînes humaines il y a quelques années devant une école, mais on n'avait pas déménagé l'école à cette époque-là. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. C'est pas la première fois, et c'est peut-être maintenant dans un monde un peu plus médiatique en fait, où peut-être que là, comme il y a un déménagement, bah forcément ça marque, et qu'on est en pleine lutte contre les narcotrafiquants, et en ce moment je peux vous dire qu'ils ont mal, parce qu'il y a des moyens qui sont déployés, là, il y a une loi précise qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin pour démanteler ces trafics, et je peux vous dire quelque chose, c'est que les habitants... Ils ont mal, mais on ferme quand même une école à cause d'eux Oui, parce que ça prend du temps de démanteler, il faut travailler avec les services de justice, le ministre de l'Intérieur a expliqué comment il allait faire cette méthode très claire, mais justement aujourd'hui, il y a une guerre totale face à ces trafiquants, ça peut prendre effectivement du temps, parce que ça fait des années qu'ils sont là, mais aujourd'hui je peux vous dire que les habitants des quartiers populaires, que ce soit à Saint-Ouen, moi dans ma ville à Pantin, ou même plus généralement dans tout le territoire francilien ou en France, eh bien aujourd'hui ils veulent vivre en toute tranquillité au sein de leur quartier, et c'est plus possible en fait d'avoir ce genre de choses. Donc aujourd'hui il y a un réveil des consciences, et en tout cas il faut vraiment se mobiliser. Et pour bien décrire, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent de quoi on parle, 2 sachets de drogue avaient été retrouvés dans la cour de récréation. En janvier dernier, une bonbonne de protoxyde d'azote avait carrément été jetée sur une fenêtre de l'école. Quand on entend tout ça, Laurent Zamekowski, on se demande presque comment c'est possible que ce déménagement ait lieu seulement maintenant? Effectivement, la question a été levée depuis déjà de nombreuses années. Donc, il a fallu peut-être que justement il y ait une certaine escalade, notamment ces événements, pour que les décisions soient prises. Et malheureusement, je suis désolé, mais aussi la médiatisation a fait aussi qu'il y a certaines décisions qui auraient peut-être été prises plus tôt. Je peux comprendre qu'on évacue les lieux parce que de manière à ce que les collectivités et la police puissent travailler pour sécuriser le lieu. C'est vrai que l'échéance de la rentrée de 2026, c'est assez loin, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même un certain nombre de parents. Enfin, vous savez que le fait une école maternelle ou même de manière une école élémentaire, le fait qu'elle soit à proximité, c'est très important. Déjà, pour des parents qui vont déposer leurs enfants en termes de logistique et venir les chercher, mais aussi tout simplement quand ils arrivent un petit peu plus, enfin là c'est maternelle, mais ça va être élémentaire aussi, une proximité de la maison, parce qu'il y en a qui commencent à rentrer tout seuls. Donc c'est vrai que ça change quand même la logistique pour les parents, et également aussi pour les enfants qui vont devoir retrouver de nouveaux repères. Donc c'est pour ça que certains... ils ne sont pas forcément déplacés très loin. Si j'ai bien compris, ils sont déplacés à quelques centaines de mètres. Quelques centaines de mètres, mais néanmoins, quelques centaines de mètres, en fonction de là où vous habitez, ça peut être beaucoup plus. Avec les jeunes enfants, on parle de jeunes enfants qui ont 3 ans, 3-4 ans. Oui, non, c'est pour les parents. Je veux dire, voilà, il faut qu'ils s'organisent pour déposer leurs enfants à la maternelle et revenir les chercher. Et donc, et effectivement, en fonction de... je sais pas, ça va être tout bête en termes de pratique, mais là où vous habitez, là où est le métro, les arrivées, en termes de logistique, ça peut obliger certains parents à partir plus tôt, à revenir plus tard. Et donc, ça peut être aussi contraignant. Je comprends que certains parents soient posés la question de ce déplacement, parce que c'est en termes de logistique. Et après, il y a la question de l'intégration tout simplement des enfants dans la nouvelle école. Donc il y a aussi le fait qu'on arrive en plus en milieu d'année, enfin plus même vers la fin de l'année. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu, surtout pour des tout petits bouts de chou. Est-ce que la sécurité autour des écoles maternelles, mais des écoles tout court en Ile-de-France, c'est un vrai souci pour vous? La sécurité, de toute façon, de tous les établissements d'enseignement est une question. Et malheureusement, on a eu plus souvent des situations autour notamment des collèges et des lycées. C'est vrai que suivant les municipalités, on peut avoir des caméras ou pas. Certaines municipalités ont mis en place aussi, alors ça c'est plutôt sur les établissements secondaires, des médiateurs pour pouvoir justement aller voir les jeunes et essayer d'éviter les rixes, des choses comme ça. Les écoles primaires, elles, sont plus exposées finalement à ce genre de situation, donc un point de deal, enfin le fait qu'elles se trouvent dans un endroit qui est complexe. Mais c'est pas les élèves en tant que tels qui sont le problème. Il y a beaucoup de, rassurez-moi, il y a beaucoup de situations comme ça
dans l'Île-de-France d'écoles qui sont menacées par des dealers ou d'écoles qui connaissent des problèmes de sécurité au point d'avoir des choses balancées à travers leurs fenêtres, d'avoir des sachets de cocaïne qui atterrissent dans leur cours de récré? Alors, heureusement, on n'en a pas eu tant que ça, enfin, en tout cas, je sais pas, mais c'est vrai que malheureusement, il y a certains départements qui sont plus touchés que d'autres. Pour pas les stigmatiser, mais c'est très au nord ou très au sud, plus que d'autres, qui fait que parfois l'environnement des écoles est complexe. C'est vrai que le plus gros problème pour nous aujourd'hui, c'est finalement plutôt comme les établissements d'enseignement supérieur, secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées. Là, parce que les élèves vont et reviennent à l'école, enfin au collège et au lycée seuls, et là il y a effectivement un problème de sécurisation du parcours. Et aujourd'hui, on manque d'effectifs humains. Déjà, au sein de l'établissement, avec un nombre d'AED, parce que souvent, il n'y en a que 2 pour des milliers d'élèves qui passent, qui rentrent et qui sortent. Donc, pour gérer le flux, c'est impossible. Et puis aussi, ne serait-ce que pour regarder au-delà, de voir s'il y a si les élèves ne se font pas racketter ou qu'il n'y ait pas des rixes ou des choses comme ça. Donc en fait, on aurait aussi besoin peut-être aussi d'implication plus des collectivités, notamment à travers de médiateurs, mais également aussi des polices municipales et nationales. Alors on sait qu'on ne va bien évidemment pas mettre un policier derrière chaque élève, hein. Alors, mais une certaine présence permet de dissuader, plus que les caméras. Puisque vous parlez des policiers, je voudrais qu'on aille vers vous, Monsieur Couvrat, Éric Couvrat. Donc vous êtes, je le rappelle, secrétaire départemental adjoint de Unité Police du 93. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, a réagi à cette fermeture temporaire de l'école à Saint-Ouen en disant les enfants pourront revenir quand il y aura un rétablissement de la tranquillité dans ce quartier. Comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir la sécurité dans les quartiers de Saint-Ouen, monsieur? Alors, dans un premier temps, je rejoins vos invités sur le fait que la médiatisation, elle a accéléré les choses sur cette école à Saint-Ouen. Maintenant, il faut savoir que ce qui a été mis en place depuis, c'est qu'il y a des sécurisations tous les jours au niveau de cette cité Arago et du point de deal Arago. Donc tous les jours, il y a des BTC, des QRR, des BAC départementales qui font un travail de... Et également sur tous les points de deal qu'il y avait sur Saint-Ouen, c'est-à-dire qu'il y en avait à la base, il y avait 9 points de deal. Il faut savoir que maintenant qu'il n'y en a plus que 2. Donc il y a 7 points qui ont été fermés sur la dernière année notamment. Donc il y a une méthode qui est aujourd'hui en place, et cette méthode, elle porte ses fruits, c'est ça que vous nous dites, c'est que progressivement, ces points de deal, ils ferment à Saint-Ouen? C'est ça. C'est tout simplement du harcèlement sur le trafic de stupéfiants. C'est en harcelant et en faisant des contrôles réguliers tous les jours, acheteurs, vendeurs, que ça fonctionne. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, maire socialiste, il a lui aussi réagi à cette fermeture de classe sur le réseau social X. Notre priorité, dit-il, a toujours été de s'assurer de la sécurité de nos enfants, ça c'est ce qu'il dit. La méthode Saint-Ouen a montré son efficacité. Cette méthode, pour lutter contre le trafic de drogue, il la résume en quelques mots: on rénove, on réhabilite, on végétalise, on sécurise. Et ça marche. Est-ce qu'il y a vraiment une méthode spécifique à Saint-Ouen, comme le dit le maire de la ville? Alors déjà, la mairie de Saint-Ouen, parce qu'il faut le dire quand ça fonctionne et quand c'est bien, la mairie de Saint-Ouen, elle a tout fait pour travailler en collaboration avec la police. Donc pour nous, c'est important. Et effectivement, ça a porté ses fruits sur certains points dits historiques sur Saint-Ouen. La cité des Bouts-en-Train, qui a été démolie, mais également sur la cité Michelet, sur le point d'île Michelet, qui était un point historique et qui a été fermé également. Je voudrais vous faire écouter quelques réactions des parents d'élèves, puisqu'on parle d'eux, on parle de leurs enfants. On écoute quelques réactions recueillies. C'était juste après la décision du déménagement. Écoutez-les. Moi j'ai habité longtemps juste à côté, pendant 13 ans, donc j'ai bien vu tout le trafic qu'il y a. Il y a jamais, enfin, il y a toujours des descentes de policiers, etc. Mais ça bouge pas en fait. Et donc je comprends que les parents dont leurs enfants sont au 15, on est peut-être un petit peu ras-le-bol. D'avoir ce passage permanent de dealers et de policiers sous le nez des enfants. Laurent Zabekowski, on entend les parents d'élèves, d'autres nous disaient qu'ils avaient un petit peu l'impression qu'on était en train de reculer face aux dealers de drogue. On vient d'entendre à l'instant que ce n'est pas tout à fait le cas, qu'on ferme petit à petit les points de deal. Est-ce que vous, en tant que porte-parole de la Fédération des parents d'élèves, vous avez l'impression qu'effectivement les choses avancent dans le bon sens? Alors, je
rejoins ce que vous disiez. Hein. Effectivement, ça donne effectivement le sentiment que c'est la République qui recule par rapport justement aux délinquants. Donc forcément, après, je peux comprendre qu'effectivement, on mette en sécurité justement les élèves de manière à avoir, enfin en tout cas c'est ce qu'on espère, que la République puisse récupérer le terrain, l'occuper, au travers peut-être des opérations de police et des travaux faits par la collectivité. Tous les parents n'étaient pas forcément unanimes sur ce sujet. Il y a eu un vote à la majorité, une assez large majorité, je pense qu'il faut le dire. Les parents ont souhaité déménager, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord. Non, mais déjà parce qu'effectivement, on se disait qu'il y avait ce recul. Il y a ici, ce que je vous ai dit, la question liée aux enfants, le fait de les perturber. On était aussi presque en fin d'année. Voilà, donc c'est toujours d'essayer de peser le pour et le contre, et puis tout simplement la logistique des parents qui est remise en cause. Et donc, voilà, c'est pas forcément évident. Vous imaginez bien que voilà, les parents, ils ont déjà des équilibres et des fonctionnements assez précaires, pas évidents, où ils sont en train de courir dans tous les sens pour justement aller déposer leurs enfants, revenir les chercher, s'en occuper, etc. Alors qu'eux, ils ont des boulots qui sont souvent très prenants, parfois, ils travaillent très loin. Enfin, donc, il y a d'énormes contraintes. Vous rajoutez une contrainte supplémentaire, ça peut faire tout s'écrouler, quoi. Donc vous comprenez que les parents ne soient pas ravis, mais vous considérez quand même, vous observez que les choses avancent de toute façon, dans le bon sens. Ça fait des années que ça dure. Pour une fois, voilà, il y a des choses vont être faites. Donc oui, on espère simplement que les élèves vont pouvoir revenir le plus tôt possible. Effectivement, septembre 2026, ça semble assez, on va dire, pragmatique, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. On aurait aimé, dans l'idéal, que ça soit réglé pendant l'été. Après, je ne connais pas la teneur et l'ampleur des travaux proposés, et si ces travaux aussi, structurellement, permettront de régler le problème, c'est ce qu'on espère. Mais je ne suis pas sûr que ces travaux étaient vraiment présentés encore aux parents d'élèves. Ça serait travaux, important. On ne sait pas, pardon, je coupe, mais Geoffrey Carvalino, on sait en quoi ils vont consister ces travaux concrètement ? On ne sait pas encore, on sait juste que la municipalité veut sécuriser. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, la municipalité doit avoir ses raisons de pousser à septembre 2026 plutôt qu'à septembre maintenant. Maintenant, je pense qu'ils vont présenter dans les jours ou les semaines à venir ce qu'ils vont faire en fait pendant cette année. Mais ce qui compte en tout cas, c'est de travailler main dans la main avec l'État et notamment la police nationale. Et je remercie le représentant policier qui est avec nous en plateau à distance et les remercier de leur formidable travail. Et merci aux forces de l'ordre d'être en permanence au service notamment des gens qui vivent dans les quartiers populaires. Et puis après, il faut accompagner aussi la municipalité. Le maire a fait appel à l'État, Bruno Retailleau, à la ministre de l'Éducation nationale, et en tout cas nous à la région Île-de-France, avec la présidente Valérie Pécresse, on a tout de suite contacté tout le monde, et si la mairie doit nous solliciter pour des investissements concrets sur cette école Émile Zola ou sur la sécurité, on le fera. C'est déjà plus d'1 million d'euros qu'on a mis sur la table pour Saint-Ouen depuis quelques années pour la sécurité. 300 caméras de vidéoprotection qui ont été financées, qui ont aidé à démanteler l'ensemble des points de deal sur la commune. Par ailleurs, dans le cadre du bouclier de sécurité, c'est le financement des équipements de la police municipale, les véhicules, les caméras piétons, un certain nombre d'autres choses. Et donc nous, on est là. Et puis aussi, la région, on s'est installé à Saint-Ouen. On a quitté le 7e arrondissement pour venir à Saint-Ouen, justement pour être au cœur d'une ville comme Saint-Ouen. C'était symbolique, ça, quand même. C'était symbolique, mais ça compte aussi. C'est pour dire aussi que la République est partout chez elle. Et quand un problème comme celui-ci se présente, eh bien, c'est aussi au pouvoir public de dire, bah non, la République, elle est partout chez elle. Les parents, les enfants doivent étudier dans un cadre serein, et on le doit aux habitants. Après, maintenant, il faut agir, faire confiance à la police nationale, que tout le monde travaille ensemble, et il faut en finir avec cette insécurité dans les quartiers, ce trafic qui gangrène. Et on va revenir vers vous, Éric Couvrat, mais je voudrais juste vous faire entendre, parce que cette lutte contre le trafic de drogue, ça dépasse largement le cas de Saint-Ouen, bien sûr. Je voudrais vous faire entendre les mots de Bruno Retailleau, qui parlait justement du déménagement temporaire de cette école. Écoutez. À Saint-Ouen, je vais vous la donner, moi. Il y avait 7 points de deal, il n'y en a plus que 3. Il y a ce dernier point de deal. Simplement, on essaie de changer de méthode. La méthode, c'est de démanteler. C'est pas seulement de taper dans la fourmilière, c'est faire un coup de filet. Éric Couvrat, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau redit un petit peu ce que vous avez signalé tout à l'heure. Je voulais qu'on entende cet extrait pour vous poser la question, est-ce que vous avez l'impression que les choses changent depuis quelques mois, depuis quelques années? Est-ce qu'on a changé de regard, est-ce qu'on a changé de méthode pour lutter contre la drogue à Saint-Ouen et ailleurs?
Bien sûr, bien sûr. Notamment sur Saint-Ouen, je discutais avec les collègues sur place la semaine dernière. En fait, l'implantation des QRR sur les commissariats, c'est des quartiers ça permet une sorte de reconquête des quartiers. Ça a permis un harcèlement continu sur les points de deal à Saint-Ouen. Les collègues étaient présents tous les jours, qui neige, qui vente, et on fait du harcèlement quotidien. Et ça a porté ses fruits. Alors c'est un travail de longue haleine, ça se fait pas du jour au lendemain. Surtout à Saint-Ouen où c'était historique, il y avait des points qui duraient depuis très longtemps, mais ça a porté ses fruits. Et sur les points qui restent, il faut faire exactement la même chose, et ça va porter ses fruits. C'est juste une question de temps. Est-ce que c'est aussi une question d'effectifs J'imagine qu'un tel déploiement, un tel dispositif, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'hommes aussi, et de femmes? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est un gros sujet ce qu'on a sur le 93, c'est qu'on manque d'effectifs. Donc, on en manque à Saint-Ouen, on en manque dans des secteurs comme à Aulnay, par exemple, Aulnay-sous-Bois, où il y a également le même problème de stupéfiants. On compte 15 points de deal sur la Cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, par exemple. C'est incroyable. Donc, c'est un gros sujet et c'est quelque chose sur lequel on appuie. On aimerait bien avoir des renforts d'effectifs sur le département de la Seine-Saint-Denis. Éric Ouvrat, on parlait des réaménagements tout à l'heure qui sont envisagés par la mairie. Est-ce que réaménager l'urbanisme dans ces quartiers, ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça change votre travail quotidien de policier? Alors, ça change la donne sur certains, notamment sur Saint-Ouen, sur la configuration des quartiers. Ça a bousculé les dealers dans leurs habitudes, dans leur cheminement un petit peu. Donc, ça a permis un petit peu de casser les codes, les habitudes qu'ils avaient, et ça a permis aussi de retrouver une certaine tranquillité sur certains coins de Saint-Ouen. Et encore une question, Éric Ouvrat, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ces points de deal qu'on chasse là à Saint-Ouen avec efficacité, j'entends ce que vous me dites, est-ce que finalement ça n'amène pas à les déplacer simplement ailleurs et à recréer d'autres points de deal un peu plus loin ou dans d'autres communes? On va pas se voiler la face. Des points qui sont démantelés, c'est pas forcément du trafic de stupéfiants qui est arrêté totalement. Donc il y a certains cas où les points se reforment sur une autre commune ou un peu plus loin, c'est vrai. Donc le but du jeu, c'est de taper totalement dans la fourmilière, mais il y a des fois où les points de deal se refont un petit peu plus loin, c'est vrai. Vous confirmez, Geoffrey Cavarino? Oui, je confirme. Je l'ai moi-même vécu dans ma rue, là où j'habite à Pantin, où en fait, l'an dernier... Vous êtes élu municipal à Pantin? Je suis élu municipal à Pantin. L'an dernier, dans la rue, au début de ma rue, des personnes s'étaient installées. Dès le mois de janvier, pourtant il faisait pas très chaud, et ils étaient présents, ils ont essayé d'investir le début de ma rue. Ça a été très compliqué avec le voisinage, pour les habitants, pour tout le monde. Et ensuite, on s'est mobilisé à plusieurs avec les habitants pour éviter qu'ils s'installent et que ce soit un nouveau point de deal dans ma commune, là où je suis élu. Et on est arrivé grâce aux habitants. Et comme l'a dit le syndicaliste policier, eh bien en fait c'est dès le début qu'il faut agir. Et donc effectivement, dès que vous déplacez un gros point de deal, il y a autre part, il va avoir un essai d'implantation. Et là, tout de suite, en fait, il faut l'éviter. Et ça passe bien sûr par une présence policière, mais aussi par des habitants qui montent tout de suite au créneau. Et ça a été le cas, et fort heureusement, on l'a évité. Mais c'est des choses qui existent. Mais il faut justement continuer, en fait, à lutter contre ce trafic de drogue qui vraiment pourrit la vie de tout le monde, la vie des jeunes également, parce qu'ils vont être cherchés parfois dès le collège en leur disant voilà, faut que tu viennes, faut que tu fasses ça. Parfois ils sont même menacés pour pouvoir de servir en fait ce qu'on appelle de chouf ou quoi que ce soit. Et donc il faut travailler sur tout ça. Et nous notamment à la région Île-de-France, on fait en sorte de financer les associations, notamment qui luttent contre les RICS. Parce qu'aux abords des établissements scolaires... Donc en dehors du travail policier? En dehors du travail policier, nous on le fait pour faire de la prévention, donc pour soutenir des associations qui luttent contre les RICS. Et donc là aussi, ils participent à discuter directement avec les jeunes pour leur démontrer qu'en fait c'est un mauvais chemin qu'ils pourraient emprunter, alors qu'en fait ils peuvent réussir dans la vie parce que la République permet cette réussite. Et aussi un gros travail de financement, de sécurisation un peu partout. Travailler aussi sur la parentalité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de familles monoparentales dans nos quartiers. Et c'est réinvestir petit à petit la République. Mais je peux vous dire que ça porte ses fruits. Et grâce notamment à nos policiers, c'est vrai que nous en Seine-Saint-Denis, il en manque grandement.
et on en a besoin. Il y a eu plusieurs confirmez ce que rapports. dit Eric Ouvra, il y a besoin je confirme. de plus de policiers. On a besoin, mais aussi on a des maires volontaires, des vrais hussards de la République, qui créent des polices municipales avec des effectifs assez importants. Nous, la région, on les accompagne, on finance la vidéoprotection, les équipements et tout. Et heureusement qu'on a ces maires qui misent sur les polices municipales. Et souvent, c'est une police de proximité qui permet à nos policiers nationaux de se concentrer sur les trafics de stupéfiants. Et main dans la main, collectivité et État et nos policiers, on peut arriver justement à retrouver de la sérénité et de la tranquillité publique pour tous. Eric Ouvra, comment se coordonne le travail justement entre la police et les polices municipales? Est-ce qu'il y a une bonne coordination qui se fait aujourd'hui? Alors, tout dépend de la mairie, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le but, c'est de travailler main dans la main ensemble et se servir des outils qu'ils ont à leur disposition, notamment les caméras. Et le but d'une police municipale, c'est vraiment d'appuyer la police nationale sur les quartiers et sur les points sensibles pour faire une force du nombre et puis une force d'appui et qui est très intéressante, notamment avec l'outil caméra qui est pour nous qui est primordial. Oui, Laurent Zamekowski, tout à l'heure, vous parliez brièvement des caméras. Est-ce que pour vous, les caméras de surveillance, c'est une chose qui peut aider? Alors, c'est dissuasif, bien évidemment. Ça sert dans la plupart du temps a posteriori, une fois que les choses sont commises, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc oui, ça a une utilité. Ce qui nous embête, c'est que c'est trop souvent, finalement, une solution, on se défausse par rapport aux besoins primaires de moyens humains. Parce qu'en fait, les caméras ne remplacent pas les moyens humains. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui bravent les caméras. Donc, il est absolument nécessaire quand même d'avoir cette présence humaine et de ne pas se dire qu'un investissement en caméra soit palliatif à ça. C'est un complément. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est un complément. C'est ce que, comme le monsieur disait, travailler avec. Mais c'est pas, une caméra ne remplacera jamais un assistant d'éducation, un policier, toutes les personnes, toutes les adultes qui sont là pour encadrer et pour aider et justement pour prévenir les situations. Parce qu'en fait, le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de prévenir. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de drame et qu'on puisse désamorcer les situations de manière la plus précoce possible. Et je voudrais vous faire entendre également les mots de Laurent Nunez, le préfet de Paris, à propos justement du déménagement de Saint-Ouen. C'est 4 classes qui ont été transférées, qui étaient 4 classes qui se trouvaient au plus près effectivement de ce point d'île. Il y avait eu des jets de cocaïne à 2 reprises et un jet de protoxyde d'azote plus récemment, qui avait conduit le maire à prendre cette décision. On continue évidemment à travailler sur tous les points d'île, partout sur le territoire national. Les dealers, on est en train de les faire déménager, on tape tous les points. Ceux qui veulent engager des polémiques, effectivement, ça marque les esprits. On déplace 4 classes, c'est pas la République qui recule. Eric Ouvra, Laurent Nunez qui ajoutait à la fin de cette intervention, on en viendra à bout. Est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour venir à bout de ce trafic de drogue en Ile-de-France? Je pense qu'on va endiguer le trafic de stupéfiants. Après, en venir totalement à bout, c'est encore autre chose. C'est un travail vraiment de longue haleine. C'est très compliqué parce qu'il faut savoir que ça ne s'arrête pas à Saint-Ouen. Sur toutes les communes, sur beaucoup de communes, il y a ce problème-là. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors après, une chose est sûre, on prend les choses à bras-le-corps. Je pense qu'on vous a perdu. Ouais. Oui, je vous entendais plus. On prend les choses à bras-le-corps. Mais voilà, on prend les choses à bras-le-corps et le but du jeu, c'est vraiment d'y arriver au fur et à mesure. Mais je pense qu'on va endiguer, en tout cas, l'arrêter totalement, ça sera très compliqué. Geoffrey Calvarino, je reviens sur cette école à Saint-Ouen, sur cette école maternelle Émile Zola. Le maire de Saint-Ouen a dit souhaiter qu'une association culturelle d'adultes s'installe temporairement dans les locaux de cette annexe maternelle, du coup, qui pour le moment est vide, puisqu'elle n'a plus ses élèves depuis ce lundi. Est-ce que ça, effectivement, ça va se faire, d'après vous ? Je pense que oui. Je pense que le maire de Saint-Ouen, que je connais, avec qui on travaille à la région Île-de-France, s'il annonce cela, c'est que ça va se faire. Et au contraire, il faut justement qu'il y ait de la vie. Il faut qu'il y ait de la République. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, ce qu'il faut maintenant, c'est travailler justement pour que cette école maternelle revienne rapidement au sein de cette maternelle Émile Zola. C'est très important pour la République. Après, en attendant, oui, il faut montrer aussi que la République est présente. Et
Il faudrait le faire rapidement de nouveau. Hein. On parle de la rentrée 2026. C'est ça, mais c'est ce qu'a dit le maire de Saint-Ouen. Comme je vous disais, ils doivent avoir leur raison, ils doivent avoir un plan en tête, ils doivent avoir peut-être une sécurisation, de revoir une approche. Après, effectivement, on est... Si on peut revenir avant, on reviendra avant, c'est ça que vous nous dites? C'est ce que tout le monde souhaite. Après, je pense que la mairie, elle est pragmatique. Il faut, comme je disais, il ne faut pas du tout la montrer du doigt ou l'incriminer. Ils ont leur raison, ils sont très pragmatiques. C'est pas par plaisir, en fait, qu'ils ont déménagé cette école. C'est pas évident pour les familles, pour nos petits bouts de chou aussi, parce que pour eux, en fait, ça perturbe un cycle. Ils comprennent pas pourquoi ils ont changé d'endroit à ce moment précis de l'année, en plus après les vacances scolaires, alors que c'est pas la vraie rentrée scolaire du mois de septembre. Donc voilà, c'est pas par hasard, mais en tout cas, comme on l'a dit, différents acteurs et notamment le syndicaliste policier qui est avec nous, eh bien, on fait en sorte de vraiment taper dur les trafiquants et ce narcotrafic qui gangrène nos quartiers pour pouvoir arriver à une situation pérenne et retrouver de la sérénité. C'est là toute la force. Après, ce qu'il faut, c'est être aux côtés des élus locaux, aux côtés surtout des habitants, parce que c'est eux qui vivent au quotidien, qui subissent cela, et demain, il faut qu'ils retrouvent un quartier complètement apaisé, avec de la sécurité, et que justement, on n'ait pas peur d'aller dans l'école et qu'on ne retrouve pas des bonbonnes d'azote, qu'on retrouve des petits sachets de drogue. Voilà, ça, c'est pas tolérable dans notre République, mais c'est vrai que dans le monde idéal, on aimerait que, dès maintenant, ces élèves restent dans cette école. Il faut agir avec pragmatisme, et en tout cas, on doit envoyer un message très clair, comme l'ont fait d'autres responsables politiques, c'est que la République ne doit pas reculer et ne recule pas. Et en tout cas, cette rentrée, ce déménagement de ces jeunes élèves, il s'est a priori bien passé. On espère bien sûr qu'ils pourront rentrer redéménager le plus rapidement possible dans leur école d'origine. Merci à tous les trois d'être venus partager votre point de vue. Laurent Zamekowski, Geoffrey Calvarino et Éric Couvrat. Merci encore. Merci à vous. Un peu de détente à présent. Si vous avez toujours rêvé de plonger dans une piscine de bulles, eh bien, ce qui suit risque bien de vous faire rêver. C'est un univers fascinant dont nous allons parler à présent, où se déclinent les bulles sous toutes ses formes. Vous pouvez venir me rejoindre. Bonjour Marcos Vinalbasol, vous êtes, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous en prie, vous êtes le directeur artistique de Bubble Planet. Alors Bubble Planet, on va expliquer ce que c'est. C'est une expérience immersive qui se tient en ce moment à la Villette. À la Villette, après avoir posé ses valises à Milan, après avoir été à Los Angeles, à Bruxelles. Alors, c'est une exposition où on dit, je pense, plutôt une expérience. Elle est composée de 10 salles différentes, de 10 univers, entre guillemets, avec à chaque fois le thème des bulles. On démarre d'abord, c'est une des premières salles, une des premières expériences, par une grande salle remplie de ballons roses. C'est ça ressemble à quoi exactement? Eh bien, c'est une expérience. Donc voilà, donc nous avons conçu une expérience dont l'objectif, c'est de déconnecter de la réalité rugueuse, comme celle dont vous avez parlé précédemment, par exemple. Et donc, au départ de ça, nous avons développé des univers légers, visuels, surréels, basés sur l'univers des bulles. Et donc, on a commencé par développer différentes salles, différentes expériences, et notamment celle que vous évoquez, qui est donc une salle remplie de ballons de baudruche, des ballons, sauf qu'il y en a jusqu'à la gorge. Et que, voilà, ça, on a rarement eu l'occasion de faire. Et donc, c'est l'occasion d'aller se plonger dedans et se noyer à l'intérieur de ces bulles, se perdre, se retrouver, en éclatant certainement l'une ou l'autre de temps en temps, évidemment. Mais ça fait partie du jeu. C'est pas du tout une expérience scientifique. On est dans le domaine du divertissement, là. On est complètement dans le domaine du divertissement, complètement. Dans le domaine Ce qu'on cherche, en fait, c'est que le public, voilà, laisse la réalité de côté et connecte avec son enfant intérieur et puis se dise, mais en fait, j'ai vraiment envie de me lancer dans ce truc, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'est là. J'ai une opportunité, je la prends. Voilà. Et alors, il y a effectivement notamment cette fameuse, alors on la voit à l'écran, cette fameuse fontaine, enfin piscine plutôt de bulles. Oui. Concrètement, c'est une piscine dans laquelle on peut plonger, qui est remplie de bulles. Bon, aucun risque d'y perdre pied pour le coup. Non, on a plus de risques de perdre son téléphone ou d'autres objets, parce que si jamais on perd quelque chose, c'est très difficile à retrouver, parce qu'il y a pratiquement 80 cm de hauteur. Dans ce cas-là, ce sont des petites boules de PVC. Et donc, c'est aussi une invitation à se jeter dedans, à disparaître, à se retourner. Voilà. Et donc, ce que nous visons, c'est que tous les publics puissent s'y retrouver. Les jeunes publics, bien entendu, ils s'éclatent comme des fous. Et ce qui est amusant à voir, ce qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, les adultes aussi, ils lâchent un peu leur truc aussi, et puis ils se lancent dans le jeu aussi. Donc ça fonctionne aussi pour les adultes, c'est pas juste quelque chose qui est pour les enfants ?
Non, tout à fait. On a pensé, donc on a voulu toucher tous les publics. Et donc Bubble Planet, c'est le résultat d'un mélange savant, si je puis dire, de salles qui sont participatives et d'autres qui sont plus contemplatives. Alors, les adultes, on est plus dans le contemplatif, alors que les enfants, on est plus dans le participatif. Et ici, on a vraiment un mélange des deux. Et voilà, et nous pensons que les enfants vont aussi être à un moment donné invités à contempler. Donc il y a par exemple une salle qui est un dôme, dans lequel on peut entrer, et c'est un dôme avec une projection abstraite d'un univers bulle, comme si on était à l'intérieur d'une bulle. On est à l'intérieur d'une bulle parce que ce dôme, c'est une demi-sphère qui est posée sur un miroir, et donc l'autre partie de la sphère, elle est dans le reflet, et donc on est à l'intérieur de ce dôme, et voilà, et puis c'est un moment où on peut juste se laisser aller dans un univers un peu psychédélique, un peu surréel, et très amusant. Et il y a aussi du contemplatif, effectivement, on le voit sur les images, hein, mais il y a cette fameuse pièce constellée d'ampoules qui est quasiment presque une œuvre d'art en réalité. Alors, on flirte avec, on va dire, avec l'artistique. Hein, donc, ce sont des propositions ce sont des installations artistiques. Donc, ce ne sont pas des œuvres d'art à proprement parler, mais l'aspect artistique fait que ça donne envie aux personnes de participer, de s'immerger et de se prendre des photos, de se faire des selfies, ce qui est très à la mode pour le moment, comme on sait. Donc, voilà, une des demandes était de créer des espaces instagrammables. Et donc, nous avons créé différentes petites cabines avec différents petits univers, toujours autour de la légèreté et des bulles. Avec des canards notamment. Il y a notamment une baignoire remplie de petits canards jaunes. Voilà, ce sont des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs. Je vous confirme. Et ça, c'est un des grands succès, celle-là, effectivement. Des canards avec lesquels on peut du coup se prendre en photo. On a vu plein de photos, et en préparant cette émission, j'étais regardé sur Instagram, on peut en trouver énormément de ces photos de gens qui sont dans cette grande baignoire de canards. Oui. C'est très important pour ce genre d'exposition, d'expérience, d'avoir un aspect instagrammable. C'est très important, effectivement. C'est quelque chose qui est tendance pour l'instant. Les gens ont plus envie de prendre des photos que de vivre les choses. Donc, quelque part, le défi, ce serait plutôt d'inciter les gens à oublier de prendre des photos, plutôt que l'inverse. Et je pense qu'on y arrive. En tout cas, on a des excellents retours. Il y a beaucoup de salles qui sont impressionnantes et prenantes. Et lorsqu'on les regarde, la première chose qu'on fait, c'est juste être là dans la contemplation, dans l'émerveillement du moment. Et puis, le réflexe après, c'est de prendre le téléphone, effectivement, et de se prendre... Et d'immortaliser l'instant et de le poster sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi poster, effectivement. Marcos Vinalbasol, vous avez déjà travaillé sur d'autres expériences immersives avant Bubble Planet. Je crois, je parle sous votre contrôle, mais vous avez travaillé sur une expérience autour des Schtroumpfs, autour du Titanic également. D'où viennent ces concepts un peu étranges ? Eh bien, en fait, ça vient d'une demande d'un producteur. En général, ça vient comme ça. Donc, concernant les Schtroumpfs, par exemple, c'était un producteur qui est venu me trouver parce qu'il avait l'opportunité de créer une expérience immersive pour les 60 ans des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs sont belges. Hein, et donc c'est un producteur belge dans ce cas. Et donc, j'ai été sollicité pour concevoir et dessiner et diriger la conception de la Schtroumpf Expérience. Avec quel type de métier on travaille quand on prépare une expérience comme ça ? Donc, il y a différentes salles qui doivent être conçues. Vous êtes directeur artistique. Oui. Vous travaillez avec quoi ? Avec des designers, avec des artistes ? Je suis le designer. Donc, en fait, c'est moi qui fais qui conçoit. Donc, je suis l'auteur, le designer et le producteur effectif des choses. Je crée les environnements. J'invente. Je me mets à la place du spectateur. Donc, moi, je viens de la scénographie. Donc, j'ai étudié la scénographie. Je viens du théâtre, en fait. Et donc, j'ai 25 années d'expérience dans le monde du spectacle, de la conception de spectacles pour le public. Et donc, mon job principal, c'est de regarder au travers des yeux du spectateur, de voir qu'est-ce qu'il va recevoir, comment il va le vivre, comment il va le percevoir, et de jouer avec lui et de l'emmener quelque part. Alors que ce soit pour un drame shakespearien ou pour une piscine de bulles, le travail est le même. Le langage, le contenu. C'est pas complètement la même chose. Non, c'est-à-dire le contenu est différent, mais le processus de travail, de développement est le même. C'est-à-dire, on a une approche, il y a une approche conceptuelle, une approche intellectuelle, et puis une traduction en des propositions visuelles, tridimensionnelles dans mon cas, et puis après, de les rendre réelles, et puis de les tester, et puis de se rendre compte
si ce qu'on a voulu mettre est perçu par le spectateur que l'on a visé. C'est un travail de mise en scène en quelque sorte. Oui, tout à fait. Oui, c'est à la limite entre la scénographie, la mise en scène et la direction artistique. Alors, c'est un reproche qu'on vous a pas mal fait, y compris dans les critiques de cette exposition, c'est le prix. Oui. Ça démarre en théorie à 12,90 € pour les enfants, 16,90 € pour les adultes, mais ça dépend de la demande et donc ça peut fortement augmenter. Pour les week-ends, les congés, ça peut monter à 20,90 € pour les enfants et 26,90 € pour les adultes. Pourquoi un prix aussi élevé? Est-ce que ça coûte tellement cher que ça de construire, d'imaginer ce genre d'expérience? Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que dans le milieu professionnel dans lequel je travaille, on est relativement cloisonné. C'est-à-dire, moi, je suis le directeur artistique, donc je ne fais pas de la production, je ne fais pas non plus de la direction technique, par exemple. Donc, si vous me posez des questions techniques, je vais vite être au bout de mes arguments, mais également au niveau productionnel. Donc, le producteur, c'est celui qui finance et qui crée. Donc, ici, c'est entièrement privé. Et donc, c'est le producteur qui décide de l'investissement qu'il fait et le risque qu'il prend, évidemment, en me choisissant et puis en espérant que ce que nous faisons ensemble fonctionne et économiquement viable. Chacun son métier. Chacun son métier. Et donc je pense que le prix sont en fonction de ça. Et voilà, moi tout ce que je peux faire, c'est faire le maximum pour que ce prix-là, les gens soient le plus contents possible. Voilà. Alors, autant le dire aussi, par ailleurs, il vaut mieux plutôt venir en dehors des moments d'affluence. Est-ce que quand vous avez imaginé cet espace, on vous a demandé de fixer des jauges maximales par pièce? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une science inexacte, on va dire. Donc effectivement, on a une ambition de capacité journalière ou par heure. Et puis, donc, on essaie de doser la quantité de temps que les gens vont passer en fonction de ce que l'on propose. Voilà. Et puis, voilà. Et au niveau depuis mon point de vue, il vaut mieux en faire un peu trop et puis réduire qu'on n'en faire pas assez et se dire, bon, alors les gens qui ont payé et qui disent, ouais, mais j'ai resté 1 heure là ou moins d'1 heure, ils ne seront pas contents. Donc c'est mieux de créer plus et d'être plus généreux au niveau de la créativité, de la création, et puis il est toujours temps de couper un peu les cheveux qui dépassent pour arriver à quelque chose qui est optimal, qui est un équilibre entre le temps et l'expérience et la qualité de la visite et le prix que l'on paye. Ce fameux Bubble Planet donc, qui est à la Villette en ce moment depuis le 27 mars, il était avant, je l'ai dit, à Milan, à Los Angeles, à Bruxelles. Est-ce que quand on imagine ce genre d'expérience, on sait forcément qu'elles vont faire autant de lieux, autant de capitales prestigieuses? On l'espère. On l'espère, et en fait, vous n'en citez que quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi Singapour, Abu Dhabi, New York, Toronto, Atlanta, et j'en passe. C'est toujours le même dispositif, d'ailleurs, partout? Oui, tout à fait. Alors, il change un tout petit peu d'un pays à l'autre, parce que ce sont des sets un peu différents. Il y en a un qui est celui d'origine, par exemple. Donc, il a certaines tares que d'autres n'ont pas, mais ça, ce sont nos cuisines intérieures, bien sûr. Mais donc, vu de l'extérieur, tous les sets sont identiques. Et donc, effectivement, ici, il y en a beaucoup. La raison de ça, c'est le succès, en fait. Donc, ça marche très bien. Ça marche très bien. On a commencé par en produire 2, un pour l'Europe et un autre pour les États-Unis. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 8 qui tournent dans le monde entier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marcos Vinal-Bassol. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique donc, de Bubble Planet, une expérience immersive qui fonctionne très très bien et qui est à voir en ce moment à la Villette, une expérience amusante, mais donc plutôt à réaliser en dehors des heures d'affluence, idéalement pour en profiter au mieux. Et avec un appareil photo, si je vous ai bien suivi. Ça, je pense que tout le monde a sur soi. Eh bien, merci encore d'être venu nous en parler. Sans transition, je vous propose à présent de remonter le temps. Et bonjour Geoffroy Caillé, le temps de dire au revoir à mon invité précédent. On va passer des bulles à l'histoire avec vous. Les personnes qui nous lisent, nos lecteurs, vous connaissent bien, vous êtes le rédacteur en chef du Figaro Histoire. On embarque avec vous dans cette machine à remonter le temps. Alors nous sommes le 28 avril 1789, au premier jour de la Révolution française. Dans le faubourg Saint-Antoine à Paris, des ouvriers, artisans et chômeurs envahissent une fabrique, la fabrique de papier peint Réveillon. Ils pillent cette boutique, la troupe intervient, réprime la manifestation. Nous sommes une semaine avant la tenue des États généraux à Versailles, et pourtant la Révolution française a bel et bien déjà commencé. Geoffroy, qui était Jean-Baptiste Réveillon et où se trouvait cette fameuse fabrique
de papier peint. Alors Réveillon, c'est un entrepreneur qui a commencé comme papetier, comme garçon papetier, et puis il a monté sa propre affaire dans les années 1760, à la fin du règne de Louis XV. Et sa manufacture, c'est une manufacture de papier peint. Les papiers peints, c'est une technique anglaise qui a été très vite imitée par la France, qui a perfectionné vraiment cet art. Le papier peint, ça permet d'orner des demeures aristocratiques luxueuses à moindre coût que si on les tendait de soie. Et ça marche très fort. Et alors, Réveillon a installé sa manufacture dans le faubourg Saint-Antoine, donc faubourg d'ouvriers essentiellement. Il y a à peu près 40 000 ouvriers qui vivent dans le faubourg Saint-Antoine. Et dans une villa de plaisance qui s'appelle la Folie Titon. C'est 31 bis, dans l'actuel 31 bis rue de Montreuil. Et la Folie Titon, c'est un peu un showroom en fait. Sa clientèle vient voir sur place les papiers peints qu'il propose, se renseigne sur les prix, admire les coloris. Et voilà, c'est un défilé permanent si ce n'est de tête couronnée, en tout cas de l'élite de l'époque qui vient visiter la Folie Titon. Et on voit à l'écran les plaques qui sont apposées sur l'immeuble qui aujourd'hui s'élève à l'emplacement puisqu'elle a été détruite de cette Folie Titon. J'ajoute que c'est dans les jardins de la Folie qu'ont été que le premier vol aérostatique de l'histoire s'est élevé, puisque la montgolfière des frères Montgolfier a été fabriquée dans la manufacture, puisque c'est une manufacture de papier et que la première montgolfière est essentiellement faite de papier, et que son vol donc a eu lieu juste derrière dans les beaux jardins qu'il y avait. À l'époque, Réveillon emploie 350 ouvriers dans sa fabrique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement en avril 1789 ? Alors, quelques années plus tôt, en 1786, un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre fait chuter la production de papier peint, en tout cas la menace très fortement de concurrence. Et donc, Réveillon est obligé de réajuster un petit peu ses prix. Alors, il doit licencier des ouvriers, donc il accorde des allocations chômage, chose très rare pour l'époque, aux ouvriers qu'il doit licencier. Et de l'autre côté, il pense à baisser leur salaire, mais il ne veut pas le faire de façon unilatérale. Et quelques jours avant le jour de l'émeute, le 23 avril, 6 jours plus tôt, dans une assemblée électorale préparatoire aux États généraux, il propose que l'on cesse de taxer les marchandises qui rentrent dans Paris, les biens de consommation et notamment les farines et donc le pain. Et en faisant baisser donc les taxes sur l'octroi, la taxe des marchandises c'est l'octroi, le niveau de vie va remonter si vous voulez. Ce qui va lui permettre de baisser des salaires sans dommage a priori pour les ouvriers, les artisans de sa fabrique. Un autre marchand qui est salpêtrier lui, qui s'appelle Henriot, est présent et approuve la mesure si vous voulez. Alors ça c'est l'idée, sauf que le message ne passe pas en réalité. Non, parce que c'est une mesure libérale qui est colportée évidemment dans les cabarets, dans les ateliers du Faubourg Saint-Antoine, très populeux comme on l'a dit, et les ouvriers ne retiennent qu'une chose, c'est que leur salaire va baisser. Et ils vont pas voir que par ailleurs le pain va être moins cher. Et donc c'est l'idée fixe de ce petit peuple. Et puis il y a aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, on est quelques jours avant l'ouverture des États généraux, il y a l'idée sourde que le petit peuple n'a pas été associé à l'ouverture des États généraux. Et donc, il y a une forme de grogne qui commence à monter à l'encontre de Réveillon. Alors, comment le peuple ouvrier réagit à cette rumeur dans les jours qui suivent ? La proposition de Réveillon prend une ampleur sous forme de rumeur absolument disproportionnée et des manifestations commencent à se former dans le Faubourg Saint-Antoine et elles convergent le 27 avril sur la place de Grève, donc l'actuelle place de l'Hôtel de Ville de Paris. Et bientôt, 3000 personnes se retrouvent sur cette place et dès le lendemain, les effigies de Réveillon et de Henriot, les deux entrepreneurs qui sont à l'origine de cette mesure mal comprise, leurs effigies sont brûlées publiquement et très rapidement la foule se dirige vers la Folie Titon du côté de la rue de Montreuil en hurlant « Mort aux accapareurs, le pain à 2 sous ». C'est-à-dire on voudrait le pain à 2 sous seulement. La maison particulière de Réveillon est pillée et sa manufacture commence à être mise à sac. Lui-même n'a que le temps de se réfugier à la Bastille. Et donc la manufacture est sous la surveillance des gardes françaises, mais je vous dis, l'assaut commence à être donné par le peuple du Faubourg Saint-Antoine. Et c'est alors que la troupe intervient. Oui, parce que la troupe est caillassée par les ouvriers qui se sont hissés sur le toit de la Folie Titon et ils ripostent. Les affrontements font 12 morts du côté des troupes royales. Il y a des gardes suisses, des gardes françaises et
au moins une centaine de morts du côté des assaillants. La journée est donc extrêmement meurtrière, et tenez-vous bien, c'est en réalité la plus meurtrière de toutes celles qui suivront, si on accepte bien sûr les exécutions de masse qui vont avoir lieu à Paris, notamment dans la dernière partie de la Révolution, jusqu'à la chute de Robespierre. Et la troupe, je le précise, chargée bien sûr de maintenir l'ordre à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire, Geoffroy, que l'affaire Réveillon marque le véritable début de la Révolution française? Alors on est un peu dans un entre-deux. Il y a une chose qui est très singulière, c'est qu'on ne compte pas d'ouvriers de Réveillon dans les morts de l'émeute du 28 avril. C'est le signe que cette émeute n'a pas été un affrontement de lutte des classes entre patrons et ouvriers, comme certains ont voulu le voir, mais plutôt l'expression de la préoccupation du petit peuple pour la cherté de la vie, sur fond évidemment d'effervescence politique, puisque les états généraux ne sont pas loin. Et déjà 6 mois plus tôt, on avait entendu dans des boulangeries des femmes dire qu'il fallait avoir pitié de ce petit peuple et que si ça allait continuer comme ça, on allait mettre le feu au château de Versailles. Et donc la journée de manifestation Réveillon, si vous voulez, c'est un entre-deux entre la dernière émeute de subsistance typique de l'Ancien Régime et peut-être la première journée révolutionnaire. Par ailleurs, les rumeurs, manifestement pas un phénomène qu'on a inventé au XXIe siècle. Geoffroy, avec le recul historique que nous avons, comment est-ce qu'on peut expliquer que la mémoire collective est retenue par conséquent comme début de la Révolution française, la prise de la Bastille, et non pas le pillage de la manufacture Réveillon que vous venez de nous raconter et qui a quand même été un épisode marquant? C'est vrai qu'il y a 3 mois entre les deux, mais justement, dans cet entre-deux, il y a le mois de juin 1789, où le 17 juin, l'Assemblée, le tiers-État se mue en Assemblée constituante en faisant un véritable coup d'État, et 3 jours plus tard, c'est le serment du jeu de paume. Et donc, à partir de ce moment-là, la révolution est enclenchée sur le plan politique. Et donc tous les événements qui vont suivre vont être des événements politiques. Et la prise de la Bastille le 14 juillet n'échappe pas à cette dimension. Et puis il y a le symbole aussi, le symbole de la Bastille. Évidemment, il y a une très forte charge symbolique qui est sur la Bastille, parce que la vieille forteresse, on en a fait le symbole de l'arbitraire royal, mais en réalité, quand elle a été prise d'assaut par les émeutiers, ça n'était pas pour libérer les 7 pauvres prisonniers qui s'y trouvaient, mais parce que la foule cherchait de la poudre pour garnir les fusils que le matin, elle avait pris aux Invalides. Et par ailleurs, on parle de prise de la Bastille, mais les faits sont là. La Bastille, en fait, s'est rendue. Le marquis de Launay a donné l'ordre d'ouvrir la Bastille pour éviter une effusion de sang, et finalement, c'est lui qui y est passé. Et puis... On a construit une légende autour de cette... On a construit une légende, c'est devenu un symbole très rapidement. Et puis, il faut observer autre chose, c'est que dans l'affaire Réveillon, la troupe a joué son rôle qui était de maintenir l'ordre, y compris de façon brutale. Au contraire, dans l'épisode de la Bastille, il n'y a pas eu d'intervention des troupes royales. Les troupes sont restées fusils aux pieds, et donc les émeutiers ont pu prendre la Bastille. Donc ça s'est transformé en victoire politique. La vraie différence qui, malgré tout, va exister entre ces journées révolutionnaires, épisode Réveillon ou la Bastille et le reste de la Révolution, ça va être la naissance d'une violence d'État. Parce que si la troupe n'a pas réagi au moment de la Bastille, l'État bientôt, sous le vocable de la Convention, avec l'identité de la Convention, va se mettre à décréter une violence d'État. Et l'épisode peut-être le plus symptomatique à cet égard, ce sont les massacres de septembre. Le 2 septembre 1792, la Convention laisse faire les massacres des prisons. 3000 personnes vont mourir à Paris, 1300 personnes vont mourir à Paris ce jour-là, notamment dans la prison des Carmes, et cette violence va être vraiment, si c'était encouragé, tout à fait, va être laissée faire par le pouvoir d'État. Donc ça fait une grosse différence, et c'est ce qui montre que là, on est entré vraiment dans la Révolution de plein pied. Eh bien, merci beaucoup, Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. On pourra bien sûr retrouver votre chronique sur le site du Figaro en vidéo. Et donc, rappelez que le début de la Révolution française se situe peut-être avant la prise de la Bastille, et peut-être des événements dont on n'aurait pas entendu parler. Le dernier numéro du Figaro Histoire, par ailleurs, porte sur les déménagements de Constantinople 1453, à retrouver en kiosque et sur le site du Figaro. Merci encore. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez la retrouver en replay d'ici quelques minutes sur le site du Figaro. Demain, vous retrouverez la fantastique Victoire Sicora à la présentation, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À bientôt.